Donc, on va continuer avec ce que nous avons euh, déjà commencé. Donc, pour réduire la taille des fichiers, donc j'ai coupé le premier enregistrement. On est dans une condition des cours exceptionnels et on parle toujours du chapitre qui concerne la perte de pression pour des systèmes diphasiques. Donc, nous avons déterminé déjà que le gradient de perte de pression peut être divisé en trois éléments, trois composantes, et nous étions en train d'analyser surtout la partie qui concerne la perte de pression due au terme convectif ou ce qu'on appelle les gradients de perte de pression dû à l'accélération. Donc, on parle à ce moment-là de la dérivée par rapport à la position de la masse volumique du mélange fois la vitesse du mélange au carré. Donc, nous avons déjà introduit quelques hypothèses. Et on a déjà développé cette équation en supposant que l'écoulement est homogène. Ça veut dire que le rapport de glissement est égal à 1. Et à ce moment-là, que la masse volumique du mélange est égale à la masse volumique homogène. Donc, de cette manière, nous avons développé l'expression de cette équation qui essentiellement nous amène à la dérivée par rapport à z du volume massique V' multiplié par le flux massique total, donc étant V' l'inverse de la masse volumique du mélange, toujours en kilogrammes par mètre cubique par unité de masse de kilogramme. Donc, nous avons à ce moment-là introduit la dérivée de V', donc V' est égal au titre multiplié par la masse volumique de la phase gazeuse, 1 moins X, le débit volumique de la phase liquide. Et donc, considérant la dérivée dans cette expression, on obtient finalement l'équation qui donne le gradient de perte de pression dû à l'accélération comme étant égal à la masse volumique du mélange au carré qui multiplie à ce moment-là la dérivée de ce terme-là. Donc, nous avons X, la dérivée de la masse volumique de la phase gazeuse par rapport à Z, plus la masse volumique de la phase gazeuse, la dérivée de X par rapport à Z, moins X, la dérivée du volume massique du liquide par rapport à Z, moins le volume de la masse, le volume massique de la phase liquide fois la dérivée du titre par rapport à Z. Donc, ici, nous avons déjà introduit une simplification. Cette simplification tient compte de deux choses. D'abord, le volume massique est une fonction de la pression et de la température. Donc, ça veut dire que la dérivée du volume massique doit tenir compte de l'effet des variations de pression et de température. Donc, la dérivée du volume massique par rapport à la pression en gardant la température constante, plus la dérivée du volume massique par rapport à la température en gardant la pression constante. Et à ce moment-là, on peut considérer comment ça se comporte
ceci dans les cas d'un fluide incompressible comme c'est le cas de l'eau. Donc, regardons d'abord les comportements de volume massique en fonction de la température et de la pression pour les cas de l'eau. Donc, si on prend les volumes massiques dans les cas de l'eau, qu'on les considère comme étant un fluide incompressible, donc nous avons de manière approximative une isotherme à la température T. Et donc, si on prend la pression P et on réduit la pression due à la perte de charge ou la perte de pression du système, donc à ce moment-là, on a une autre isotherme. Donc la température sera T moins delta T et la pression sera P moins delta P. Dans ce diagramme, qu'est-ce qu'on note? On note essentiellement que la variation du volume massique pour la phase liquide, delta V pour la phase liquide, j'espère qu'on le voit bien à l'écran, delta V pour la phase liquide est très faible, donc proche de zéro. Donc, pourquoi? Parce que l'eau se comporte comme un fluide incompressible. Tandis que la variation de volume massique pour la phase gazeuse, en fonction de la pression, delta V pour la phase gazeuse est beaucoup plus grand que zéro. Et donc, la variation de volume massique de la phase gazeuse en fonction de la pression et la température est assez importante. Donc, d'abord, dans l'équation que j'ai dû effacer parce que le tableau n'est pas suffisamment grand, on peut simplifier déjà quelques termes. Donc, nous avons que les gradients de perte de pression dus à l'accélération convective pour un écoulement dit homogène, on peut l'écrire à ce moment-là. Et on voit que pour l'eau, la variation de volume massique en fonction de la position, ça veut dire en fonction de la pression, étant donné que la pression est une fonction de Z, donc je peux dériver par rapport à la pression et introduire la variation de la pression par rapport à Z. Donc ce terme peut être négligé. D'autre part, si je considère la partie liquide, donc pour la partie liquide, proche de la saturation, donc toute variation de pression est suivie par une variation de température, et donc dans la partie liquide, la variation de pression et la variation de température produit des variations de volume massique liquide qui sont très faibles, donc on les considère incompressibles, de manière que pour la région liquide, on peut annuler l'effet de la température sur le volume massique de l'eau. Tandis que pour la partie vapeur, c'est seulement quand on arrive à la saturation que l'effet de température et de pression sont importants. Donc, on va considérer que nous sommes dans des conditions de mélange, donc dans cette région, quand la température, disons, de l'isotherme qui se trouve à l'intérieur de la courbe de saturation, donc on voit que tout changement de pression et de température n'intervient pas, donc la température ne change pas à fur et à mesure que les systèmes changent de phase. Donc température et pression sont constantes dans la région de mélange. De telle manière que dans la variation de volume massique,
on peut supposer que la variation de volume massique par rapport à la température quand la pression est constante est égale à 0. Donc, variation des températures égale à 0. De manière qu'on peut enlever l'effet de la température, et à ce moment-là, il nous reste seulement cette équation qui contient certainement l'effet des volumes massiques du liquide et du gaz, ainsi que la variation du titre le long du canal. Donc, on peut réécrire que la perte de pression, disons, le gradient de perte de pression dû à l'accélération convective, on peut l'écrire comme étant le volume massique de la phase gazeuse moins le volume massique de la phase liquide multiplié par la variation du titre le long du canal. Et il nous reste ce terme que je vais l'écrire maintenant comme étant plus les titres, la variation du volume massique de la phase gazeuse qui dépend de la pression, fois la variation de la pression par rapport à Z. Et donc, on voit que cette équation est une équation implicite, et donc, c'est l'équation, en quelque sorte, qui nous donne les gradients de pression dus à l'accélération convective, et on va tenir note par après qu'essentiellement, si on veut intégrer l'équation, il va falloir s'assurer que les termes qui font intervenir la compressibilité de la phase gazeuse soit négligeable. Donc, on a la perte de pression convective, la différence de pression causée par l'accélération spatiale du fluide, qui est exprimée de cette manière. On va l'introduire dans l'équation par après pour compléter l'analyse de la perte de pression totale pour un écoulement homogène. Donc, si maintenant on prend les termes de frottement, ça c'est une perte. Donc, ce n'est pas une différence réversible de la pression, c'est une perte irréversible, étant donné que l'énergie du fluide se dissipe en chaleur à l'intérieur de l'écoulement. Donc, à ce moment-là, nous avons le deuxième terme qu'on va l'écrire comme étant 4 divisé le diamètre, les contraintes qui sont moyennées dans la surface latérale. Maintenant, ici, nous allons, disons, simplifier la notation. On va considérer que la quantité a été déjà moyennée, et pour ne pas entraîner cette notation qui est un peu lourde, on va l'écrire simplement de cette manière. Donc maintenant, la question ici, c'est de voir si cette terme qui représente une perte de pression dite irréversible parce que l'énergie mécanique, l'énergie potentielle de pression de l'écoulement se dissipe en chaleur, donc on ne peut pas la récupérer par après. Est-ce que ces termes, on peut les rendre similaires, analogues à l'équation de Darcy? Pour écoulement monophasique. Donc l'équation de Darcy, on la connaît assez bien. Donc il nous donne la différence de pression due au frottement comme étant égale à 1,5 d'un facteur F0, le flux massique au carré divisé la masse volumique, la longueur, delta Z divisé le diamètre. Donc, dans cette équation, certainement, on fait intervenir un facteur, un coefficient. Ce coefficient, c'est un coefficient de frottement, F0,
et F0 indique qu'il s'agit d'un écoulement monophasique. Donc, normalement, on calcule ces coefficients en fonction des corrélations ou des solutions semi-analytiques, mais souvent, on utilise, dans ce cas, le diagramme de Moody qu'on va traiter tout à l'heure. Alors, de quelle manière pouvons-nous modifier cette équation et la rendre dans une forme analogue à l'équation de Darcy? Alors, nous allons procéder de la manière suivante. Je vais prendre l'équation telle que nous avons écrit ici initialement et je vais la multiplier et la diviser par la même quantité. Donc, c'est que nous allons multiplier par 1,5 le flux massique divisé la masse volumique. Donc, 1,5 le flux massique au carré, divisé par la masse volumique. Et à ce moment-là, il faut se poser la question, quand on veut appliquer l'équation semblant l'équation de Darcy pour un système diphasique, ici, il faut se poser la question par rapport au flux massique qu'on utilise et par rapport à la masse volumique qu'on utilise. Donc, pour cela, nous allons considérer que le flux massique est égal au flux massique total, ça veut dire le flux massique de la phase gazeuse plus le flux massique de la phase liquide. Ça, c'est très important parce qu'il va avoir tout à l'heure un effet direct sur la façon dont on va calculer et utiliser l'équation résultante. Et certainement, pour la masse volumique, alors on va utiliser la masse volumique du mélange, ça veut dire le taux de vide multiplié par la masse volumique de la phase gazeuse, plus 1 moins le taux de vide multiplié par la masse volumique de la phase liquide. Donc, en faisant ça, je peux réécrire cette équation pour lui donner une forme similaire à l'équation de Darcy de la manière suivante. Alors, je prends 4, je vais diviser par 1,5 le flux massique total, la masse volumique du mélange, et donc ce qui me reste, c'est ce terme ici en haut, ça veut dire 1,5 le flux massique total au carré, divisé la masse volumique du mélange, fois 1 sur D. Donc, déjà, on trouve ici une certaine similitude. Donc, à condition que les termes que nous avons ici dans l'équation puissent avoir la forme d'un coefficient de frottement pour un écoulement monophasique. Et à ce moment-là, on peut réécrire huit fois la contrainte moyennée dans la surface latérale, multipliée par la masse volumique du mélange, divisé par le flux massique total au carré, tout ça multiplié par 1,5 le flux massique au carré, divisé la masse volumique du mélange, fois 1 sur D. Donc, ce que nous pouvons faire, encore une fois, c'est de multiplier et de diviser tout ça par la masse volumique de liquide, de telle manière qu'on peut réécrire l'équation. Donc, on multiplie et on divise par la masse volumique de liquide. Donc, je prends la masse
la masse volumique de liquide. Donc, je vais multiplier par la masse volumique de liquide, 1,5. Je vais diviser par la masse volumique de liquide, donc ρm. Et certainement, ici, il me reste 1 sur D. Donc, nous voyons ici qu'on s'approche au moins d'une partie de l'équation de Darcy, de telle manière que maintenant, on devrait être capable de trouver à ce moment-là un coefficient de frottement à la paroi F qui ne sera pas le même que F0 que nous avons pour l'écoulement monophasique, mais ça sera un coefficient de frottement diphasique qu'on doit nécessairement trouver sa forme. Alors, pour obtenir ce coefficient, on va utiliser une sorte d'analogie entre les comportements de l'équation de Darcy pour un écoulement monophasique et les comportements de cette équation semblable à l'équation de Darcy pour un écoulement diphasique. Donc, d'abord, comment est-ce qu'on peut calculer pour un écoulement monophasique la valeur de F0? Donc, on propose à ce moment-là d'utiliser la solution analytique que Blasius a trouvée en 1913. Donc, Blasius était un mathématicien et Blasius a résolu les problèmes d'un écoulement aux proximités d'une paroi pour un écoulement potentiel et il est arrivé que F0 peut s'exprimer comme 0,316, le nombre de Reynolds par rapport au diamètre à la moins 1 quart. Donc, le nombre de Reynolds, dans ce cas, c'est le nombre de Reynolds pour un écoulement monophasique. Ça veut dire que c'est la masse volumique fois la vitesse divisé la viscosité du fluide multiplié par une dimension caractéristique. Donc, dans ce cas, on prend les diamètres intérieurs du canal. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut utiliser une approche semblable, ça veut dire les coefficients de frottement pour un écoulement diphasique comme étant égal à une constante, le nombre de Reynolds à la moins 1 quart, mais pour un écoulement diphasique. À ce moment-là, ce que nous avons ici, nous devons utiliser la même définition, et donc le nombre de Reynolds pour un écoulement diphasique, on peut l'écrire à ce moment-là comme étant la masse volumique du mélange, la vitesse du mélange, fois le diamètre, divisé la viscosité pour un fluide diphasique homogène. Donc, ce schéma de calcul semble assez cohérent, mais nous amène à un problème qui consiste à déterminer quelle est la valeur de la viscosité pour un écoulement diphasique homogène. Donc, il ne s'agit pas maintenant d'une propriété physique comme c'est le cas pour un écoulement monophasique. Donc, ça c'est valable pour une seule phase. Donc, ici, la viscosité, c'est une propriété thermophysique du fluide. Ici, maintenant, ce n'est pas nécessairement une propriété directe, mais c'est une valeur approchée ou estimée à partir des relations constitutives ou des corrélations. Alors, quelles sont les manières qu'on dispose pour calculer la valeur de la viscosité diphasique pour un mélange homogène? Alors, il ne faut pas oublier que c'était un des travaux d'Einstein, mais il y a plusieurs relations qu'on peut utiliser et donc nous allons présenter quelques-unes de ces relations et on va les appliquer par après dans l'expression du facteur de frottement diphasique que nous avons trouvé. Donc, la première expression
qu'on peut utiliser a été proposé dans les années 40, donc par McAdams. C'est une relation très simple, donc je vais présenter trois relations différentes. Donc McAdams il a suggéré une relation en 1942. Il a proposé une relation pour la viscosité diphasique en fonction du titre. Et donc, la viscosité diphasique peut s'écrire comme le titre divisé la viscosité de la phase gazeuse plus 1 moins le titre, la viscosité de la phase liquide. La deuxième relation a été proposée en 1960 par Ciccitti. En 1960, ce ne sont pas des propriétés thermophysiques comme telles, ce sont des corrélations plutôt. Alors Ciccitti a proposé qu'on peut estimer la viscosité du mélange diphasique comme étant les titres multipliés par la viscosité de la phase gazeuse plus 1 moins les titres multipliés par la viscosité de la phase liquide. Et finalement, en 1964, Dackler il a proposé une relation du type suivant. En 1964, il a proposé une relation qu'on peut l'écrire comme étant la viscosité du mélange diphasique égale. Là, c'est une relation pondérée par rapport à la masse. Donc, c'est semblable à Ciccitti, sauf que on fait une pondération par rapport à la masse volumique de gaz et à la masse volumique du mélange de liquide. Donc, ça veut dire 1 moins les titres, la viscosité de la phase liquide divisé la masse volumique du liquide. Mais vous voyez, cette relation n'est pas homogène, étant donné qu'elle tient compte de la masse volumique de chaque phase, et donc on doit la multiplier par la masse volumique du mélange. Donc nous avons trois relations constitutives. On peut utiliser n'importe laquelle de ces relations, sauf que il faut tenir compte de deux choses. Toutes les relations qui existent dans la littérature doivent satisfaire la condition que quand le titre est égal à 0, la viscosité du système diphasique doit tendre vers la viscosité du liquide. Et quand le titre tend vers 1, la viscosité du système diphasique doit tendre vers la viscosité de la phase gazeuse. Ça, c'est une condition. L'autre condition, c'est qu'une fois qu'on construit un schéma de calcul pour les coefficients des paires de charges diphasiques qu'on cherche, donc on ne doit pas, par après, faire des changements, étant donné qu'on doit respecter la relation qu'on a prise comme point de départ et à la fois les conditions pour lesquelles cette relation ont été validée éventuellement par l'expérience. Donc on ne peut pas modifier une équation qu'on va développer en se basant sur des corrélations.